Et vous vous demandez sans doute comment j'ai pu trouver cet abri sous roche. Parce qu'il est quand même perdu un petit peu dans la nature, il faut dire ce qui est, même si la nature a été un peu transformée. Et donc ici, on était sur la propriété de Robert Henry, un ami de Plounéour qui est récemment décédé malheureusement. Et vous voyez que ce chaos granitique, parce que c'est un chaos granitique dégagé naturellement par l'érosion, hein, je pourrais vous expliquer comment ça se produit si ça vous intéresse. Eh bien, je l'ai découvert tout à fait par hasard, bien entendu, mais grâce à l'ancien secrétaire de mairie de Plounéour-Ménez, M. André. M. André qui habitait, parce qu'il est décédé aussi, hein, qui habitait au Relec, hein, près de l'abbaye du Relec, Plounéour-Ménez, était chasseur. Et un jour, il se promenait ici dans les bois à la chasse aux lapins sans doute. Il faut dire qu'il n'y avait pas encore tous ces conifères qui sont là derrière vous. Hein, c'était une lande à l'époque. Hein. Et il me dit, j'ai vu sur un rocher, j'ai vu une sculpture sur un rocher au-dessus de Pont-Glace. Une sculpture sur un rocher. Moi, je prends tout, argent comptant. Je dis, on va d'abord aller voir de quoi il s'agit. Le rocher se trouve, si vous voulez, on peut aller le voir un petit peu plus bas. Et ce rocher est un peu plus gros que ceux-là. Et à peu près à 3 mètres de hauteur, on voit effectivement quelque chose qui ressort du rocher. Mais malheureusement, ce n'est rien du tout, rien que de naturel. C'est une inclusion naturelle de la roche, hein, qui est avec une composition différente du granit, hein, qui l'entoure, et qui a un grain plus fin, et qui donc a résisté davantage à l'érosion. Ce qui fait que cette partie-là, qu'on appelle une inclusion en géologie, ressort de la roche et est tout à fait naturelle. Donc j'ai bien entendu été déçu par cette découverte. Je lui ai expliqué ce que c'était, comment ça s'était produit. Et puis voilà, je m'en retournais, on est passé par là, et j'ai vu ces blocs de granit. Alors vous voyez qu'il y en a un là, hein, qui est assez gros, assez solide, et puis un autre qui repose dessus. Hein, c'est un chaos de granit dégagé naturellement par l'érosion. Et puis en m'approchant, je vois ce bloc qui se trouve en dessous. Et ce bloc, si vous allez voir de près, il comporte quelque chose qui n'est pas naturel. Autant certaines inclusions du granit peuvent se dégager par l'érosion et rester en relief, autant ici c'est tout à fait l'inverse, il y a une cupule. On va me dire qu'est-ce que c'est qu'une cupule? Une cupule, c'est un évidement qui a été fait dans la roche de façon circulaire et plus ou moins profond. Et là, vous pouvez aller le voir, il se trouve ici. Exactement ici. Le voilà. Donc il fait à peu près 5 cm de profondeur. Et ça n'a pas pu se faire naturellement. Je dis donc que l'homme est intervenu ici. Et on était à la recherche à l'époque. Il faut dire que 1987 a été une année fertile pour moi, puisque cette année-là, il y a eu un ouragan, on peut dire, pratiquement une énorme tempête qui est passée sur le Finistère et qui a fait d'énormes dégâts. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert aussi l'abri sous roche du rocher de l'Impératrice, hein, dont vous avez peut-être entendu parler. Hein. Vous n'avez pas encore entendu parler, mais c'est une honte. Bon, là c'est autre chose, ça date d'une période antérieure, de l'Asilien, alors qu'ici on est au Mésolithique. Mais donc 87 a fait énormément de dégâts, et c'est l'année aussi où j'ai fait un premier sondage ici, donc après la découverte de ce chaos, tout simplement parce qu'à l'époque, le Mésolithique, on ne le connaissait pas beaucoup. Le Mésolithique, il y a 50 ans, on le connaissait sur la côte. On disait d'ailleurs que les Mésolithiques étaient on appelait ça le Mésolithique côtier, parce qu'on n'en connaissait pratiquement que sur le littoral. Pourquoi sur le littoral? Parce que l'érosion des falaises avec l'érosion marine permet de voir des petites coupes, et dans ces coupes, les prospecteurs, qui étaient un peu à la recherche de sites archéologiques, avaient trouvé des silex mésolithiques. Le Mésolithique commençait à être connu depuis les fouilles de Pécard,
hein, donc sur les fameux îlots de Heidik voilà. Et donc on connaissait un peu le mésolithique, mais pas tellement. Et il y avait un autre prospecteur qui se trouvait lui carrément en centre-Bretagne, on ne peut pas trouver plus au centre, à Saint-Nicolas-du-Pelem, hein, vous êtes d'accord, hein, donc c'est un copain, d'ailleurs Franche Provost, hein, qui vit toujours, hein, qui était instituteur là-bas, à Botoha, et qui lui, en prospectant dans les champs, trouvait aussi des silex mésolithiques. Et moi, puisque je ne suis pas originaire d'ici, ni de Plounéour, ni de Comana, mais de Perros-Guirec, depuis l'âge de mes 11 ans, je prospectais un site mésolithique sur les rochers de Ploumanac, hein, que j'ai publié d'ailleurs en 1974. Je précise. Et donc, je fréquentais à l'époque le laboratoire d'anthropologie préhistorique de Rennes, où Pierre Goulet-de-Quer avait commencé à travailler aussi sur le mésolithique. Et en discutant avec Pierre, je dis comme ça, Pierre, écoute, le mésolithique côtier, ça me fait bien rigoler. Hein. François le Provost en trouve à Saint-Nicolas-du-Pelem. Si on n'en connaît pas ailleurs, c'est qu'on n'a pas cherché ailleurs. Voilà. On me dit, ouais, peut-être. Et puis, il s'est trouvé que les hasards de la vie ont fait que j'arrive un jour à Comana avec mon épouse. Et donc, je commence, moi, à prospecter à Comana. Et tilt. Qu'est-ce que j'ai trouvé, moi? C'est un site mésolithique, à Comana, hein, là où on faisait le barrage du Drenec. Quand on a fait le barrage du Drenec, une retenue d'eau qui fait 110 hectares, pour alimenter donc la communauté urbaine en eau potable, eh bien, on a décaissé toute la terre arable, donc sur une vingtaine de centimètres, pour ne pas la laisser au fond du lac, parce que c'est un lac, puisque ça fait plus de 20 mètres de profondeur. Eh bien, on a décapé toute la terre arable que les paysans et les horticulteurs ont récupéré, bien entendu, pour ne pas l'acheter. Mais en décapant cette terre arabe, moi j'ai prospecté et j'ai trouvé plusieurs, ce qu'on appelle des locus. Bon, si vous voulez être puriste, on dira loci, hein, on va faire le pluriel latin. Donc des endroits où il y avait des concentrations de silex mésolithiques, dont des trapèzes. Et donc ça, c'était au tout début des années 70, donc en à la fin, 77-78, à l'époque de la mise en route du barrage du Drenec. Et puis, fort de cette chose-là, quand j'ai été nommé archéologue départemental en 83, j'ai commencé à chercher un petit peu d'autres sites mésolithiques. Et avec Pierre Goulet-de-Quer, c'est surtout Pierre Goulet-de-Quer qui a mené la chose d'ailleurs, on a fait des recherches systématiques sur tout le Finistère. Donc on a commencé à faire des bandes, qu'on appelle des bandes de recherche, et dans tous les terrains qui étaient labourés, avec l'autorisation des propriétaires et des exploitants, on faisait d'ailleurs passer des articles dans la presse à ce moment-là, on a prospecté les champs labourés pour voir si on trouvait du silex. Et effectivement, on a trouvé des centaines de sites mésolithique dans tout le Finistère. Ça veut dire que le mésolithique côtier, il ne faut plus en parler. Hein, le mésolithique, c'est du mésolithique maintenant. Il y en a aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur des terres. Et donc, en 86, M. André me montre cette chose-là. Aussi bien on connaissait le mésolithique côtier, puisqu'on le prospectait depuis des années et des années, aussi bien à l'intérieur des terres, on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc on était intéressé par la recherche de petits sites bien conservés. La plupart du temps, dans les terres labourées, donc on a du mélange. On va trouver aussi bien du mésolithique que du néolithique, que de l'âge du bronze, etc. Et donc c'est difficile de différencier ce qui appartient à une époque qu'à une autre. Alors que dans un site comme ici, qui était en pleine lande et bien abrité, on pouvait penser qu'il y avait un site bien protégé avec une stratigraphie éventuelle. C'est pourquoi, en 87, j'ai demandé l'autorisation d'abord du propriétaire et du service de l'État. Il faut savoir que pour faire ne serait-ce qu'un sondage, il faut l'autorisation du propriétaire, bien entendu, et également des services de l'État. C'est toujours le préfet de région qui donne une autorisation de fouille. Et le préfet de région donne son autorisation après avoir consulté le service régional de l'archéologie.
hein, qui donc étudie le projet de sondage ou de fouille. Donc j'avais eu l'autorisation et en 87, j'ai donc fait un sondage ici de 1 mètre de large sur 3 mètres de longueur. Exactement ici, au pied de la roche, allant jusqu'au fond de l'abri sous roche ici et venant jusqu'ici. Vous voyez, 3 mètres sur 1 mètre. Ça a duré quelques jours. J'ai fait ce sondage-là, non mon lait, puisque c'est quand même intéressant. Il y avait François Queyrat, qui est décédé aujourd'hui, et Daniel Bardon, je ne sais pas s'il était encore vivant, mais il était déjà âgé à l'époque. Donc deux personnes retraitées qui m'ont donné un coup de main pour faire ce sondage-là. Et sous 20 cm de terre enlevée, tout en tamisant bien entendu, on est tombé sur ce que j'ai appelé un dallage. Parce qu'on avait vraiment des pierres très très bien juxtaposées et ça semblait être un dallage sur cette surface-là. En réalité, c'était un empierrement. Un empierrement qui n'était pas naturel, hein, qui faisait une surface pratiquement horizontale. Et sur cet empierrement-là, j'ai trouvé les premiers silex, et dont en particulier une pièce tout à fait caractéristique qu'on appelle un trapèze. Alors, un trapèze, c'est une toute petite pièce en silex réalisée à partir d'une lamelle qui est bitronquée avec des troncatures plus ou moins concaves. Donc là, c'était un trapèze symétrique du type Téviac. Je me suis dit, ça y est, on a un mésolithique final. Donc mésolithique final, on se situe autour de 6000 avant Jésus-Christ. Voilà. Le sondage était positif. J'avais trouvé aussi quelques tessons de l'âge du fer. Et donc, pour moi, c'était tout ce que je voulais savoir. Est-ce que cet abri sous roche avait été occupé par les hommes préhistoriques ou proto-historiques? J'avais les deux. J'avais des hommes préhistoriques du Mésolithique, j'avais des hommes proto-historiques de l'âge du fer. Donc pour moi, c'était bon. Je me dis, je ne vais pas fouiller ça, on le garde sous le coude, en réserve. Il n'est pas menacé, hein, le sondage est parfait. Donc, c'était en 87. On attend. Pendant ce temps-là, j'avais d'autres occupations, bien entendu. Et puis, Grégor Marchand, qui est un ami depuis longtemps, qui travaillait énormément sur le Mésolithique, qui avait d'ailleurs fait sa thèse sur le Mésolithique, parce que moi, je suis plutôt... hein, vous savez, il y a des médecins généralistes et d'autres des spécialistes hein, dans telle matière. En archéologie, c'est un peu pareil. Moi, j'étais un généraliste. Hein, je faisais aussi bien du paléolithique ancien hein, jusqu'au médiéval. Et donc, Grégor Marchand, lui, on peut dire qu'il était un spécialiste à l'époque du Mésolithique, même s'il a un peu débordé en avant et en arrière du Mésolithique. Mais il était un spécialiste puisqu'il avait fait sa thèse là-dessus. Et donc, un jour, il me dit, on est à la recherche de petits sites mésolithiques. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fouille l'abri sous roche? Mais il dit, non seulement je suis d'accord, mais bien sûr, je vais même te donner un coup de main. Et c'est comme ça que, c'était en 2007, hein, 2007, donc on peut dire 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, on a entamé la fouille ici, qui a duré 2 campagnes, hein, et on a donc fouillé toute la surface de l'abri sous roche en débordant un petit peu ici. Alors, quels sont les résultats? Ben, d'abord, le bloc que vous voyez devant vous ici, hein, il est aujourd'hui recouvert de mousse, mais on l'avait entièrement décapé, et on s'est rendu compte qu'il avait déjà été un peu attaqué par des carriers. Hein, il y a dessus, à ces endroits-ci, on voit d'ailleurs, hein, il y a encore il y a des petites encoches qui correspondent à ce qu'on appelle des emplacements de coins de carrier qui ont débité la roche, ce qui fait que ce bloc de granit devait aller un petit peu plus haut, je ne sais pas jusqu'où, mais il montait certainement déjà plus haut, au moins la moitié plus haut. Ce qui signifie que ce bloc hein, permettait de faire pratiquement une autre paroi pour cet abri sous roche. Hein. Il suffisait de mettre un petit toit de branchage et là on était parfaitement à l'abri, hein, sachant que l'ouest est là. Hein. Donc protégé des vents d'ouest en bloquant la paroi qui se trouve de l'autre côté. Et ici on avait une sortie plein sud et éventuellement une autre vers le soleil levant. Donc impeccable. Et il faut dire que toutes les terres que l'on a retirées d'ici ont été entièrement tamisées, donc sur un tamis à maille de 2 mm, donc tamisage à sec d'abord, et après on allait dans le Quatulzar qui se trouve en bas, hein, donc, pour tamiser à l'eau. Et tous les objets que vous avez pu, enfin pas tous parce que vous avez vu qu'une petite partie, hein, les objets que vous avez vus dans l'exposition qui se trouve dans l'ancienne poste à Plounéo-Ménez ont été trouvés soit en fouille directement, soit au tamisage. Et vous avez remarqué qu'il y a des toutes petites pièces qui font 4-5 mm maximum, qui sont minuscules.
on s'est rendu compte que, en étudiant ce mobilier, et en fonction de ce que l'on connaît maintenant, il y avait plusieurs occupations qui se sont produites ici. Il y a eu déjà au moins un